Tous, merci de nous suivre pour cet atelier. Donc, Morgane Hervé, j'ai le plaisir de pouvoir animer un atelier avec, autour de cette table ronde, 3 opérateurs qui exercent leur métier avec des technologies variées, mais cette table ronde n'a pas vocation à faire un battle entre les technos. Le thème de l'atelier, c'est après la connectivité, libérer les usages. Donc ce que je vais proposer, c'est à nos intervenants de se présenter rapidement. On va partir du postulat que l'ère est maintenant révolue des déploiements, mais est-ce que ce postulat est bien fondé ? Je vous propose donc de vous présenter et puis d'entamer sur cette question après le tour de table. Merci, bonjour Morgane, bonjour. Écoutez, ravi d'être présent à cet atelier. Donc, en ce qui me concerne, donc, je suis Lionel Anselmo, je suis le vice-président d'Altitude Infrastructure et qui a la chance d'avoir sur ce magnifique département fait naître Fibre 31, qui n'est autre que le délégataire de Haute-Garonne numérique, puisque le département nous a confié le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire. Donc, on est un opérateur d'infrastructure. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, c'est Guillaume Fauré. Je suis le délégué régional du groupe Altis France. Alors, Altis France, c'est une partie média avec BFM et RMC, des marques que vous connaissez. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour la partie opérateur avec SFR, donc présent à la fois sur le fixe et le mobile, mais on aura l'occasion d'en reparler de suite. Bien, bonjour et puis merci Morgane. Ravi d'être avec vous aujourd'hui, Lionel. Guillaume, je suis ravi d'être là. Je m'appelle Antoine Roussel, je suis le dirigeant d'Alsatis, une entreprise qui est née à Toulouse en 2004 et qui a beaucoup sévi dans la lutte contre la fracture numérique. Donc on est évidemment ravis et on a une certaine expertise de ce que peut être l'aménagement numérique aujourd'hui et de ce qu'il sera demain. Alors je l'évoquais, cette idée de dire que on rentrait dans l'ère des usages. Est-ce que le postulat est-ce que l'idée que la question de la connectivité derrière nous est bien fondée, Lionel ? Alors bien sûr qu'elle est bien fondée, mais néanmoins, je pense que juste peut-être un petit rappel et donner quelques chiffres, et à l'instar qui est celui d'Altitude Infra. Aujourd'hui, on a contractualisé sur l'ensemble du territoire environ 4,5 millions de prises dans les zones, on va dire, moins denses. Et je pense qu'on est aujourd'hui à fin 2021, on aura, je dirais, construit, on va dire, 1,6, 1,7 million de prises. Donc ça veut dire que pour parler de fondation de connectivité, il nous en reste encore quelques millions à construire. Donc je pense que néanmoins, je pense qu'il faut prendre la mesure de cela. Et c'est vrai que néanmoins, les fondations sont là pour, comme tu le dis, commencer à se projeter, même si pour certains c'est déjà le cas, sur les usages. Et c'est vrai que tout particulièrement sur le département de la Haute-Garonne, je pense que, là encore quelques chiffres, on doit construire pour fin 2022 300 000 prises. J'arrondis parce que j'ai à ma gauche mon délégant préféré, donc il faut que je fasse attention. Néanmoins, 300 000 prises, ça veut dire qu'on est sur un rythme aujourd'hui de 10 000 prises depuis fin 2020, et donc d'être au rendez-vous. Et je pense qu'aujourd'hui, il a fallu créer sur ces années qui viennent de s'écouler tout un écosystème d'entreprises pour pouvoir réaliser, en l'occurrence, ce déploiement, cette industrialisation, parce qu'on parle véritablement de modèle industriel, au travers de partenaires de proximité. Et je crois que c'est très important parce que c'est cet ADN-là qui, aujourd'hui, dans l'évolution des usages qui arrivent, cette notion de proximité, parce que les gens, c'est véritablement leur quotidien. Je pense que tout le monde, aujourd'hui, veut être fibré, pardonnez-moi l'expression, mais pour en faire quoi ? Et je pense que là, il y a une vraie dynamique, et c'est vrai que posons les fondations, mais elles sont là, elles arrivent, au-delà du fait que les gens sont tous dans l'immédiateté, on veut tous avoir la fibre, mais en l'occurrence, c'est pour quoi faire, et je pense qu'en effet, on est à l'aube de cette dynamique, de cet océan d'usage qui arrive à tous les niveaux. Et je pense qu'on aura l'occasion de continuer à en parler un petit peu juste après, quoi. Guillaume ? Je vais pas contredire et la question et ce que vient de dire mon voisin. Effectivement, le sujet de la connectivité, il est central, il prime
dès lors qu'on se pose la question des usages. Avant de savoir si on peut user de quelque chose, il faut savoir si c'est disponible. Alors moi j'ai fait un petit zoom pas au niveau national, mais sur l'Occitanie, à la fois sur les réseaux fixes et sur les réseaux mobiles. Sur les réseaux fixes, si on parle de THD, SFR, à travers sa filiale XP Fibre, on a à peu près 950 000 prises à déployer, que ce soit via des DSP ou sur des zones AMI, sur des investissements en fonds propres. Les zones AMI, les zones les plus urbaines, c'est quasiment fini, effectivement. Aujourd'hui, la question des usages se pose concrètement sur ces zones-là, parce que le taux d'équipement, le taux de connectivité, il approche, il n'est pas très loin des 100%. Et puis même si on regarde ce qu'on a déployé par rapport à ce qu'on avait initialement envisagé de déployer, on est plutôt à 150% de déploiement. Donc cette zone-là, effectivement, on peut réfléchir aux usages, mais c'est des zones plutôt urbaines, c'est des zones qui avaient déjà du bon débit, et c'est des zones où les usages sont déjà en partie développés, où il y a eu pas mal de réflexions dessus. Sur les zones DSP, où on est plus sur des zones rurales, là, comme pour Altitude, on a encore beaucoup de chemin à faire. C'est pas faute d'investir, c'est pas faute de travailler sur le terrain quotidiennement, mais on a à peu près 50-60% du travail encore à faire pour avoir une connectivité présente partout sur la fibre. Donc du chemin à faire. Si on regarde le mobile, sur le mobile, tout dépend où on place la barre du THD. Si on parle 4G, qui est déjà un bon réseau mobile, la 4G, je ne vais pas parler que d'SFR, mais disons tout opérateur confondu, elle est présente sur 99% de la population en Occitanie. Alors 99% de la population, c'est bien, mais c'est sur les lieux d'habitation, c'est pas sur les lieux où on se déplace, c'est pas sur les lieux touristiques, c'est pas sur tous les lieux économiques, c'est pas sur toutes les routes. Donc il y a encore aussi du travail à faire. Ça, on y travaille à travers un dispositif qui s'appelle le New Deal Mobile, mais qui est un dispositif qui prend du temps. Il a été initié en 2018, il va se poursuivre jusqu'en 2025. Et si on fait un petit point d'étape, toujours sur l'Occitanie, il y avait à peu près 500 sites qui ont été programmés, 500 antennes relais qui ont été programmées. Sur les 500, il y en a 150 qui sont construites aujourd'hui. Donc il en reste les 2 tiers à faire. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver, il y en a 500 nouvelles qui vont arriver. Ce qui veut dire qu'à la fin du programme, on aura construit 1000 nouvelles et qui vont servir des populations ou des zones qui aujourd'hui n'ont pas de réseau. Donc vraiment, il y a encore pas mal de travail à faire, pas mal d'investissements à faire, pas mal d'investissements à apporter, tout opérateur confondu, pour pouvoir se dire que la question de la connectivité, elle est derrière nous. Et puis, alors, je pense que j'en reparlerai un petit peu après, si vous le permettez, mais au-delà de la connectivité, il faut voir quelle est la capacité d'appropriation, quelle est la capacité de maîtrise de nos concitoyens sur le territoire. Et ça, c'est aussi un vrai sujet sur lequel il est important de travailler. Antoine, constat très intéressant. Alors d'abord, moi j'avais envie de faire cette remarque naturellement. Moi je suis impressionné par la belle entrée en matière d'altitude dans le monde des grands. Lionel vient de nous donner quelques chiffres. J'ai cru comprendre que vous étiez à peu près au milieu du chemin sur le déploiement, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Mais j'ai compris que vous aviez plus de prises à déployer devant vous que SFR. Parce que j'ai entendu 900 000 prises, Guillaume. Occitanie, mais oui. Nationalement, vous en avez au moins autant que... National, on est à un peu plus de 7 millions. Bon, voilà, ok, d'accord, ça me rassure. Donc il reste beaucoup de travail. Mais ce que j'entends, mais ce que j'avais déjà de toute façon compris, puisque je partage certains programmes départementaux qui sont hybrides, et je vais avoir l'occasion d'en parler un peu plus longuement, c'est que la machine est bien en marche. Et que le retard qui a fait peur aux autorités il y a quelques années, et qui est aussi issu de notre histoire. On a un réseau DSL qui est très performant, qui a été construit par un opérateur omnipotent qui s'appelle France Télécom, qui a fait quand même un excellent travail. Alors c'était un modèle qui est critiquable, mais ça nous a quand même permis dans les années 80-90 d'être, je crois, les plus connectés du monde avec les Américains. Et c'est effectivement peut-être à cause, mais aussi grâce à ce réseau, qu'on a pris un petit peu de retard à l'allumage sur la fibre optique. On peut le voir comme ça, en tout cas c'est comme ça que je l'explique. Aujourd'hui, ce retard est rattrapé. J'entendais Cédric O au dernier événement à Lille qui s'en congratulait et qui remerciait les opérateurs et les intégrateurs pour le travail qui a été fait. L'usine du déploiement de la fibre optique est en route. Et Altitude comme SFR y contribue très largement. Et c'est une bonne chose et je suis ravi et je crois que ça nous replace premier ou deuxième en Europe, je crois, avec plus de 80% du territoire ou des foyers, c'est une nuance que j'ai pas forcément, je pense que c'est des foyers couverts en fibre optique.
Je ferai juste une remarque, parce que c'est pas notre business, et nous, on est sur la partie radio, qui est évidemment essentielle. Et tu as bien fait, Morgane, de dire en début d'entretien qu'on n'était certainement pas là pour faire un concours technologique. Certainement pas, puisque le meilleur ami de la radio, c'est la fibre optique. Et on va évidemment démultiplier les usages, qu'ils soient directement conditionnés par l'irrigation de la fibre optique ou par celui de la radio, au travers des technologies et des solutions de toute façon hybrides. Il faut de tout, et il faut des grandes autoroutes d'infrastructures très haut débit que sont la fibre optique, et il faut de la ramification en radio, puisqu'il est assez logique de ne pas imaginer d'aller tirer de la fibre optique jusqu'au dernier capteur de température ou d'humidité qu'on a besoin d'installer sur un territoire. Bon, passé ça, je voudrais juste rappeler qu'on a quand même un problème, mais que tous les pays ont, et qu'un problème logistique, c'est que entre le magnifique travail que font les opérateurs aujourd'hui et la réalité des connexions des foyers, il y a quand même une nuance. C'est que le raccordement client final pose encore problème, et que la différence, c'est on fait des réseaux qui couvrent les populations, qui permettent de rendre éligible l'ensemble des foyers, mais on a encore des grandes difficultés liées au raccordement final de ces foyers. Moi, j'habite en plein centre-ville à Toulouse. Et SFR est incapable de me couvrir, puisqu'il faut faire des trous de 40 cm dans mes murs, il faut que je demande une autorisation à la copro, et donc je recule sur ces travaux. Et donc c'est ça la différence. Le travail va être fait, mais il va quand même y avoir encore un temps entre le moment où les gens vont définitivement adhérer à cette nouvelle technologie, avec certains freins qui ne sont pas forcément liés au concept, mais qui sont liés à la logistique et à la technicité en soi. Voilà. Mais globalement, on est très bien parti, et c'est sûr que c'est le bon moment pour se poser la question des usages, et ça ne fait que commencer. Je suis parfaitement d'accord avec mes confrères. Merci pour ces différentes remarques. Alors on vient d'acquérir une certitude, c'est qu'il y a une complémentarité entre les technologies. On a démoli le postulat selon lequel le sujet des infras était derrière nous, puisqu'on voit qu'il y a encore un peu de chemin à faire, et on se rend compte que le mur du dernier mètre est pas près de s'abattre. Néanmoins, en poursuivant et en cheminant, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il faut forcément du THD pour libérer les usages? Et est-ce que, puisqu'on a évoqué qu'il restait du chemin à faire pour des technologies très haut débit, mais on a aussi évoqué le fait qu'on avait déjà des réseaux existants et historiques, et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut déjà libérer aujourd'hui les usages, et s'il y a des freins, lesquels? Enfin, je pense qu'on l'a dit, la technologie et la complémentarité des technologies, elle est là. Elle restera et elle perdurera, parce que c'est incontournable. On arrive à une échéance aujourd'hui où, en effet, et je pense qu'on est en train de poser les fondations, on est en train de le dire. Maintenant, je pense qu'il faut replacer l'humain un petit peu au cœur de tout ça. Et aujourd'hui, on s'en préoccupe, parce que on se rend compte, et je pense qu'on se rend compte tous les jours, c'est que, et plus encore avec mes enfants ou même mes petits-enfants, la digitalisation de la société, elle arrive pas, elle est là. Elle est là, et elle est déjà... Et je prends souvent cet exemple-là, alors pardonnez-moi, je vais peut-être... mais... Quand je vois aujourd'hui les GAFAM, la manière dont ils nous ont envahis depuis un certain nombre de temps, et qui nous envahissent au quotidien, je pense qu'il faut qu'on soit très conscient de cela, parce qu'il faut se réapproprier le numérique et cette notion de digitalisation, tant pour les entreprises que pour les citoyens. Et donc maintenant, c'est de cette connectivité, de cette fondation, on va être les champions d'Europe du très haut débit, tout le monde sent, mais c'est comment se réapproprier tout ce qui va en fait naître et qui sont déjà en place. Et donc, je pense que de ce service universel que j'espère la fibre va devenir, et là c'est un vrai premier combat, c'est comment les collectivités, comment l'écosystème va également accompagner un certain nombre de personnes pour ne pas recréer de fractures, parce qu'aujourd'hui, l'électronisme en France, quelques chiffres, c'est 13 millions de personnes. Donc je pense que la fibre accélère l'inclusion numérique, tant mieux, mais il faut qu'on arrive à accompagner les gens, parce que, et je pense qu'on le sait tous, hein, et Morgane en particulier, parce que les collectivités, de par la loi NOTRe, doivent dématérialiser, doivent digitaliser, et c'est comment accompagner des gens qui aujourd'hui, devant un PC, parce qu'on n'est pas né avec un PC, pour pouvoir utiliser tous ces services qui aujourd'hui nous entourent et seront de plus en plus
je dirais, important dans le quotidien de notre société. Et là, je pense qu'on a, on a de vraies questions à se poser en matière de ne pas se disperser dans ce pouvoir de la digitalisation. Alors, c'est peut-être des mots, mais je pense que c'est la vraie question qu'on se pose. Nous, en tant qu'opérateurs d'infrastructure, c'est on va arriver aux portes de chaque maison, chaque entreprise, et c'est comment mieux les accompagner, bien évidemment, pour mieux utiliser le réseau d'initiative publique, qui est quand même un outil très important, régalien, de manière à développer les usages dessus, quels qu'ils soient, de proximité, sociétale, et faire en sorte que... alors, il y a plein de choses qui sont, on s'en est préoccupé au sein de notre niveau d'altitude il y a quelque temps en essayant de flécher des fonds de développement des usages pour accompagner aux côtés des collectivités à d'avoir des réflexions. Mais je pense que le débat est lancé et il y a une vraie interrogation, peut-être un cadre que l'État devrait s'emparer pour essayer de la même manière, ayant fait un plan très haut débit, et ça a déjà été évoqué, pourquoi ne pas faire un plan de territoire connecté, durable, parce que je pense qu'aujourd'hui, sinon on va voir fleurir, pardonnez-moi, on va voir fleurir, je dirais, un travail en silo. Et ça, on sait assez bien faire ça en France, de siloter, alors qu'il y a parfois de la convergence et de la complémentarité. Voilà un petit peu l'avis qui est le nôtre dans ce contexte. Alors, une fois n'est pas coutume, je pense que les trois opérateurs autour de la table, on sera d'accord sur le sujet. Moi, je vais redire un petit peu ce que vient de dire Lionel. J'allais parler des 13 millions aussi de nos concitoyens qui n'ont pas la maîtrise parfaite ou qui n'ont pas la maîtrise du tout des outils numériques. Et effectivement, aujourd'hui, dans une société qui, pour la plupart des actes, passe par le numérique, aujourd'hui, 80% des recherches d'emploi ou des jobs, vous les trouverez sur Internet. Vous les trouvez pas simplement en traversant la rue, mais il faut aller sur Internet et c'est par ce biais-là que vous allez candidater. Quand vous faites votre déclaration d'impôt, quand vous discutez avec une administration, effectivement, tout est dématérialisé aujourd'hui. Et avoir 13 millions de personnes, c'est-à-dire 20% de la population française, qui n'est pas en capacité de maîtriser pleinement ces outils, ces accès-là, c'est une vraie problématique sur laquelle on se doit tous, en tant qu'entreprise, être responsable et pouvoir mener des actions. Alors, pour ne pas redire ce que vient parfaitement de dire Lionel, moi, quelques exemples, puisqu'on travaille effectivement aussi de la même façon à travers des DSP sur des fonds d'usage, des fonds de développement des usages pour accompagner le développement du numérique, mais plutôt mettre en avant quelques actions en direction des personnes les plus exclues. Chez SFR, on travaille avec deux structures depuis quelques années aujourd'hui, avec Emmaüs Connect d'un côté, qui est une émanation d'Emmaüs que tout le monde connaît, mais dont la spécificité, c'est de travailler en direction des personnes qui sont les plus loin du numérique. Emmaüs Connect, qui vont équiper, parce que la première chose, on parle des infrastructures, mais encore faut-il avoir un terminal qui permette d'accéder à ces infrastructures. Si vous n'avez pas d'ordinateur, pas de téléphone, c'est bien beau d'avoir la fibre devant le domicile ou de la 4G ou de la 5G dans l'appartement, mais si on n'a pas de terminal, ça ne marche pas. Il faut connecter, même si malheureusement pour nous, opérateurs, en France, on a les coûts d'accès les plus faibles en Europe, ça peut quand même être un frein pour un certain nombre de personnes. Donc il faut que ces personnes aient un accès en tarif social, en tarif particulier. Et puis il faut les former. Parce que vous évoquiez les jeunes et les petits-enfants. Les jeunes et les petits-enfants, aujourd'hui, savent parfaitement utiliser Snapchat, TikTok, etc. Mais un tableur Excel, remplir un formulaire sur un site Internet, c'est une autre étape, c'est quelque chose de différent. Donc c'est ce triptyque équipé, connecté, formé, qui est travaillé avec Emmaüs Connect. Et nous, modestement, on leur fournit la partie équipement et connexion à travers des dons en nature qu'on fait tous les ans. Donc ça c'est une première action qui est importante et ça a permis de toucher les actions d'Emmaüs Connect à travers une quinzaine de centres en France, à peu près 90 000 personnes qui du coup sont rapprochées des usages ou en tout cas de la maîtrise du numérique pour aller vers les usages d'aujourd'hui et de demain. La deuxième chose, c'est de travailler plus largement avec les institutions publiques ou les opérateurs de services publics
Pôle emploi, la Caisse nationale vieillesse, ACAF, etc., pour leur permettre ou pour permettre à leurs assurés, aux ayants droit, d'accéder facilement aux outils numériques. Et là, de la même façon, nous, on travaille avec une autre association qui s'appelle We Take Care et une plateforme qui s'appelle Les Bons Clics, qui est une plateforme pédagogique qui met à disposition de ces opérateurs de services publics, qui met à disposition des collectivités territoriales, une caisse à outils sur la formation au numérique. Ça leur permet de former eux-mêmes leurs collaborateurs pour qu'ils deviennent des médiateurs numériques, ou ça permet derrière de mettre en place des passes numériques, donc ça c'est effectivement porté par l'État, on retrouve l'ensemble des acteurs là-dessus. Enfin, voilà, toute une série d'actions qu'il ne faut pas oublier, parce que quand on parle usage numérique, on est loin d'être tous au même niveau de maîtrise, et c'est très important de travailler auprès des 13 millions de personnes qui en sont très éloignées aujourd'hui. Alors vous n'allez pas me convaincre évidemment du contraire, dans la mesure où je suis resté neutre et je n'ai pas mis en avant le fait que le syndicat était une émanation du département, et donc la question de ces politiques sociales sont vraiment au cœur de notre action. La question que je me posais, c'est, puisqu'on est pour revenir sur le lien avec la problématique de connectivité, cette question de l'inclusion, finalement, elle existait qu'on soit sur un réseau de cuivre, sur un réseau radio, donc il n'y a pas de corrélation avec la question du débit. Mais à l'inverse, je me demandais du coup, quand même, si on met de côté ce sujet de l'inclusion, il fallait nécessairement avoir du très haut débit pour libérer les usages. Et en pensant à la technologie radio, j'imagine qu'il existe même des services qui commencent à se développer et qui ne requièrent pas nécessairement... Donc Morgane, tu es en train de me dire que mes deux confrères sont totalement hors sujet dans leur réponse, et tu comptes sur moi. Je ne me permettrai pas. Tu comptes sur moi pour être pertinent. Non, je vais être complémentaire aux deux réponses, aux deux témoignages très intéressants qu'ont porté Lionel et Guillaume. La première chose, et je vais y revenir parce que tu l'as évoqué toi-même, c'est que pour faire naître des usages, et moi je suis tout à fait d'accord avec le constat que l'inclusion numérique, elle existait déjà avant, et la problématique des gens qui ne savaient pas se servir du Minitel dans les années 80, on peut la dupliquer de manière beaucoup plus massive à l'entrée du numérique dans tous les foyers français aujourd'hui. Non, ce que je veux dire, c'est que, et mes collègues sont obligés d'être d'accord avec moi, c'est que pour mettre en place des services à valeur ajoutée sur un territoire et qui sont réellement utilisés par des citoyens et qui sont réellement au cœur de leur considération, il faut de la concertation. Et mine de rien, ça paraît simple, mais faire discuter des services départementaux ensemble, les plus grandes métropoles ou villes d'un département, et essayer de corréler le flot des priorités par rapport à l'émergence des services, c'est pas évident. Parce que chacun va se tirer la couverture à soi, chacun a des besoins, soit purement professionnels, soit à but social, soit à but industriel ou économique. Donc effectivement, faire le tri dans tout ça, c'est pas évident. Et en tout cas, la concertation, elle doit être menée dès maintenant. Lionel a très bien dit, le monde du digital, c'est pas demain, c'est dès aujourd'hui. Et la concertation, elle existe déjà, mais il faut la renforcer pour faire naître les usages. Ça, c'est le premier point très important. Et je le vis en Isère. J'ai la chance de travailler avec SFR sur le projet départemental isérois. Et je vois bien que ça avance parce qu'on a un département extrêmement mobilisé qui y croit et qui réunit les gens, qui invite les pompiers, qui invite les services du département, qui invite la police, qui invite la gendarmerie, qui invite les acteurs du territoire à participer aux réunions pour pouvoir s'enquérir de leurs besoins d'avenir et de leurs difficultés et de leurs limites dans leur action. Ça, c'est un point important. La deuxième, et pour répondre alors là très concrètement à la question, c'est que qui dit très haut débit dit que finalement, il n'y aura pas que du débit que pour les foyers. C'est ça l'arrivée de la 5G, c'est ça la grande révolution d'avenir, c'est qu'il ne faut plus penser la connectivité comme s'arrêtant au niveau des foyers. Et je parle s'arrêtant au niveau des foyers connectés, bien sûr. Non, la 5G, comme en a parlé Guillaume tout à l'heure, et la fibre optique, et tous les projets publics régaliens et souverains qui sont nécessaires aujourd'hui en France en complément, ils vont servir à amener de la connectivité partout. Ça veut dire autant sur des abribus que sur des bâtiments publics, que sur des capteurs de proximité qui vont permettre de régir la vie d'un cours d'eau ou d'un bâtiment tout simplement. Voilà, donc non, le THD n'était pas
le prérequis pour faire proliférer des usages, et des usages qui existaient déjà, évidemment liés à la connectivité. Mais effectivement, le THD va amener une prolifération naturelle des usages, pas que autour des personnes, mais autour des biens communs qui nous entourent. C'est un peu ça la nouveauté, c'est pour ça qu'on parle de territoire intelligent, parce qu'on a des territoires intelligents à partir du moment où intelligibles, comme je l'ai entendu dire aussi, parce qu'ils permettent surtout à l'intelligence de s'exprimer. Et encore une fois, et j'aime bien l'expression de Lionel, n'oublions pas l'humain dans tout ça. N'ayons pas peur de la technologie. Comme a dit Xavier Vignon la dernière fois, c'était assez drôle. Quelqu'un qui a des lunettes est bien content de voir clair. Alors c'est pas un homme augmenté, je dirais plutôt que c'est un homme complété, mais on est déjà dans l'usage de la technologie et ça faisait peur il y a 2 siècles de porter des lunettes. Il faut pas donc avoir peur de la technologie, il faut la dompter, il faut l'explorer et il faut l'amener là où on veut l'amener. Et d'où la remarque de Lionel qui est de dire n'oublions pas l'homme qu'on met au milieu de tout ça. Mais maintenant, pour revenir à du très très concret, je vais vous donner l'exemple de l'Isère. Donc en Isère, il y a un réseau fibre optique départemental en cours de déploiement. Il y a un budget d'1 demi-milliard d'euros, c'est un des plus gros projets français. C'est SFR qui porte la concession, avec des grosses difficultés sur les raccordements finaux. On est dans un département rural avec un relief extrêmement accidenté. Vous n'aurez pas de mal à comprendre que les gens, même s'ils veulent la fibre optique, pour l'avoir de temps en temps, ça nécessite des travaux complémentaires extrêmement onéreux et complexes. Parce que onéreux, le département prend largement sa part et l'opérateur aussi. Donc c'est pas qu'une question de coût, c'est aussi une question de complexité de travaux. Je passe. Mais derrière, on a un réseau, un socle fibre optique très haut débit, ultra très haut débit, qui est donc suggéré par la fibre optique. On a un réseau radio que Alsatis a la chance d'avoir déployé et d'exploiter aujourd'hui, qui est un réseau LTE de 5e génération, compatible 5G. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on a, grâce à des concertations laborieuses, ont duré des mois et des mois, on est en train de pousser 3 services concrets et qui, pour moi, sont un bon témoignage de ce qui pourra se faire demain. Mais bien sûr, ce qui va se faire demain, ce sera ça, largement enrichi de plein de choses dont on ne sait pas encore quelles seront éventuellement la nature et les bénéfices. Mais le premier est la suivante. Je vais vous dire des choses très simples, mais le réseau très haut débit permet de le faire. C'est mettre des collectes dans toutes les bennes à ordures de l'Isère pour permettre une gestion optimisée et intelligente des collectes d'ordures. Vous allez me dire, bah oui, c'est le b.a.-ba. Bah oui, c'est le b.a.-ba. Encore fallait-il pouvoir le faire. Donc avoir une couverture départementale harmonieuse pour pouvoir connecter l'ensemble des bennes et pas que les 12 bennes ou les 500 bennes de l'agglomération urbaine de Grenoble et de laisser les autres se débrouiller. Donc d'avoir une gestion harmonisée départementale pour permettre aux camions de limiter leur circuit et donc de limiter la pollution inhérente à leur trajet. C'est bien, c'est simple, c'est efficace. Deuxième cas d'école. On nous demande de travailler avec un opérateur vertical qui met des capteurs d'humidité et de température dans les radiateurs des collèges et des lycées. Ça permet de savoir si ces établissements sont bien isolés et ça permet de savoir si l'utilisation en énergie qu'ils font est adaptée à l'établissement. Ça s'appelle du développement durable, il me semble. Bon, et ben ces capteurs, on les qualifie, on les installe, on laisse l'opérateur de vertical les installer dans les radiateurs, on les capte au travers le réseau THD qui bénéficie d'une surcouche LoRa pour aller chercher du bas débit. Et on récolte l'information et on la restitue à l'opérateur vertical qui, lui, l'analyse et la présente au département. On est dans un cas pratique, pas très sexy, je vous l'accorde, mais très concret de développement durable. On fait attention à notre environnement, on dépense moins d'énergie, on la dépense de manière plus efficace. Dernier point. Attractivité du territoire. J'ai parlé environnement, j'ai parlé développement durable, je vais parler attractivité du territoire. Et ben il y a des courses de trail, ça vous étonnera pas en Isère, parce qu'il y a des magnifiques montagnes. Et on perdait de temps en temps un coureur ou deux au gré des courses. On revenait pas à autant qu'on était parti parce qu'il peut y avoir malheureusement, et c'est triste, des accidents plus ou moins graves et on n'a pas une traçabilité absolue des coureurs. Demain, avec des capteurs mis dans les dossards, grâce au réseau LoRa, encore une fois, on aura une traçabilité maximum de l'ensemble des participants et évidemment on aura un regain de sécurité important pour la course. Voilà. Ce n'est que 3 exemples, mais c'est des exemples concrets et ce n'est que le début de l'aventure. Mais oui, le THD va libérer les usages, c'est une certitude. Il n'y a pas que le réseau IP qui perd des paquets, a priori. La question que je me posais, c'est
J'imagine que le confinement a dû accélérer la pression et accélérer l'appropriation des usages peut-être à marche forcée. Mais cohabitent encore aujourd'hui du coup différents réseaux. Alors on a vu qu'il n'y avait pas besoin de très haut débit pour libérer les usages, et la question que je me pose justement, c'est quels sont les usages qui vont faire que j'abandonnerai une connexion triple play qualitative pour aller sur la fibre. Je me demandais si vous aviez déjà identifié aujourd'hui le killer service et sinon ceux qui pourraient émerger dans un avenir proche. Lionel ? Oh, je ne sais pas si le killer service, il en existe bien sur plein de domaines, mais le constat, c'est que la DSL est à la retraite. Donc le cuivre, c'est fini. Point barre. Maintenant, je pense que la fibre est là. Et la concurrence des infras, il n'y en a plus, quoi. C'est les services. On est vraiment dans cette dynamique-là. On l'a dit avec l'humain. Et je pense que cette notion, ces 18 mois qu'on vient de vivre, on a ôté les masques avant et c'est quand même magnifique. Néanmoins, ça nous a appris plusieurs choses. C'est que la société à la fois travailleuse se réorganise, télétravail. Et je pense qu'on a à repenser, nous aussi, dans nos entreprises respectives, la façon je dirais, de bosser, de travailler et donc d'accompagner aussi les personnes qui seront une journée, 2 journées en télétravail, puisque ça s'installe, de voir de quelle manière la connectivité, mais je pense que c'est parti. À côté de ça, je crois que l'ensemble que ce soit dans le tourisme, dans le sport, dans la santé, aujourd'hui, il y a de très belles applications qui sont en train de se mettre en place pour faire en sorte de cette domotique qui va qu'on saura si une personne s'est levée, si elle s'est bien déplacée, parce que on saura qu'elle est encore dans une dynamique, et si elle ne s'est pas levée. Donc toute cette alchimie, cette prolifération de petits services de proximité du quotidien vont venir enrichir cette digitalisation qui est incontournable. Donc je pense que des exemples, on en a. De former des gens, on en a parlé tout à l'heure, qui sont laissés. Mais je pense qu'avec les collectivités, il faut qu'on réfléchisse aussi, parce qu'on voit naître, et on le sait tous, puisqu'on est dans cet écosystème, et des plateformes qu'aujourd'hui certaines grandes agglomérations sont en train de mettre en place pour gérer les transports, la gestion des parkings, la fluidité je dirais, d'avoir je vais en ville le samedi après-midi, je sais qu'il y a telle place de parking qui se sont libérées, donc tout ça c'est en train de fleurir. Le tout, c'est d'essayer de ne pas, on l'a dit tout à l'heure, faire en sorte qu'il y ait une convergence, voire une complémentarité, pour pas siloter et recréer des réseaux qui, en l'occurrence, ne vont pas travailler les uns avec les autres. Et c'est toute cette complémentarité qui est au cœur aujourd'hui, je crois, à mon avis, de cette digitalisation dans ce contexte, quoi. Tellement complet que j'ai cru que tu étais en train de racheter Alsatis. Ça dépend du prix. On va essayer de Guillaume, Antoine, tour à tour, est-ce qu'il y a un usage qui va sur les faire usages, basculer? moi je vais rester très terre à terre sur le grand public. On a rapidement évoqué la 5G. Alors elle est loin d'être disponible partout encore aujourd'hui. On est né à la première année de déploiement, mais les usages qui font rêver, qui sont ceux de demain, ou ceux que tu évoquais, pour le grand public, c'est pas encore ça. Si je prends la 5G aujourd'hui, nous, ce qu'on constate sur l'usage de la 5G, c'est que le trafic a doublé. Mais il a doublé pourquoi? Il a doublé pour utiliser des services des GAFAM. Il a doublé pour regarder Netflix, regarder YouTube et regarder Apple et regarder Amazon. Je sais plus comment s'appelle le truc d'Amazon. Non, pas ça, perdu. Prime, Amazon Prime, voilà. Le trafic, il a doublé pour ça. Donc aujourd'hui, on amène de la connectivité, on amène du débit. C'est secrétaire d'État qui a dit ça. Ouais. On amène du débit, on amène de la connectivité, et le grand public, la première chose qu'il fait, c'est aller regarder des vidéos. Bon, on met le service et chacun après prend l'usage qui l'intéresse. Par contre, je voulais rapidement revenir sur pour moi le killer usage des derniers mois, c'est le télétravail, clairement. Et c'est le télétravail. Les réseaux des opérateurs, quels qu'ils soient, que ce soit fixe, mobile, radio, ont tenu pendant cette période-là. L'économie ne s'est pas arrêtée.
un salarié sur 2 a basculé en télétravail. Les entreprises ont continué, en tout cas celles qui pouvaient être ouvertes, ont continué à fonctionner sous cette forme-là. Et ça a apporté plein de choses. Des gains de productivité, plus 20% pour les entreprises, des gains de coûts pour le collaborateur qui a pu à prendre sa voiture, qui a pu à manger en restauration collective ou autre, du gain de temps pour le collaborateur. Donc là, pour le coup, clairement, les réseaux existants, ou surtout sont en développement pour le télétravail. Surtout la fibre et surtout le mobile à haute vitesse ont servi à quelque chose et ont servi à développer un usage qui existait très peu avant. Avant, dans le meilleur des cas, il y avait un jour de télétravail par semaine ou par mois dans les entreprises. Aujourd'hui, on voit que post-confinement, on s'oriente plutôt sur 2 jours et demi. Donc un usage, un fonctionnement nouveau. Et à travers des outils comme les plateformes collaboratives unifiées, où vous avez accès aux ressources de l'entreprise, vous avez accès à la visio avec vos collègues, vous avez accès au cloud, vous avez accès au travail collaboratif instantané. Ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment beaucoup développé au cours des derniers mois. Et sans les réseaux, notamment très haut débit, on n'aurait pas pu le faire. Donc pour moi, c'est un usage à retenir qui est vraiment aujourd'hui rentré dans la vie des gens, qui est vraiment adopté par de plus en plus de monde, c'est celui-là. Je n'aurais pas grand-chose à rajouter puisqu'on ne les connaît pas bien, les usages de demain. Et c'est bien ce que dit Guillaume, il a raison. Fondamentalement, j'ai l'impression que le consommateur n'a pas encore changé réellement sa manière de consommer. Il consomme plus intensément, mais il ne consomme pas tellement différemment. Ça va venir, évidemment. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment. Alors, je dirais plusieurs choses. La première, c'est que je ne suis pas objectif puisque je travaille sur les territoires, mais j'ai l'impression que c'est sur les territoires que ça bouge le plus finalement, plutôt que sur le comportement des usagers individuels que sont citoyens. J'ai cette impression-là. J'ai l'impression, mais j'en suis aussi sûr, c'est que de toute façon, la prolifération du débit, puisque c'est quand même le sujet, très haut débit, permet de charrier toujours plus de données, donc plus d'images. Donc on peut imaginer des applications qui vont embarquer de plus en plus de visuels. Nous, on a un partenaire, par exemple, qui s'appelle Walter, qui fait des photos à définition, à très haute définition, puisque c'est la même technologie qui est utilisée pour faire des analyses spectrales de l'espace, etc. Donc ils font des photos à de très haute définition des nuages et du ciel pour en tirer de l'information sur la pollution. Alors effectivement, quand on utilise ce genre de caméra, un réseau LoRa ne peut pas charrier le débit derrière de données et on n'arrive pas instantanément à en tirer du bénéfice, alors que si on a un réseau très haut débit, on va pouvoir récupérer effectivement beaucoup plus de données et avoir éventuellement un applicatif instantané qui va permettre d'influer sur le trafic routier d'une ville ou sur même le cheminement d'un flux piétonnier, c'est possible. Par contre, ce que je vois, c'est que le très haut débit amène surtout la simultanéité des connectivités. Ce qui fait qu'il y a la connectivité de la personne, mais il va y avoir la connectivité de sa paire de lunettes. Il va y avoir la connectivité du collier du chien. Il va y avoir la connectivité d'un certain nombre d'objets du quotidien. Moi, je passe ma vie à aller chercher, ça m'exaspère. J'ai passé la quarantaine, je ne sais pas pourquoi, je vais finir avec le cordon derrière le cou, là. Mais je sens que il y a beaucoup de gens qui vont acheter. Moi, je serais preneur d'acheter tous ces petits applicatifs qui vont se développer et qui vont nous permettre d'être encore plus paresseux dans la manière dont on se comporte. Mais il faudra qu'on fasse attention, effectivement, de ne pas devenir des assistés du numérique. Et j'en reviens à ce que disait Lionel tout à l'heure. Laissons bien l'humain au milieu de la réflexion pour ne pas devenir quand même des imbéciles heureux, plus capables de lever la main tout seul sans un applicatif pour nous aider. Voilà. Mais en tout cas, il y a des très bonnes choses à l'avenir. Moi, je suis pas du tout inquiet. Et je pense que, encore une fois, la technologie, il faut tout simplement savoir l'utiliser à bon escient pour mettre en avant l'humain. Je vois l'heure tourner, filer. Je pressentais que vous vouliez apporter un complément. Je vous laisse apporter un dernier complément et ensuite ce sera le mot de la fin. Voilà, j'essaierai de faire une petite dans le sens inverse cette fois. Voilà, c'est ça. Très rapidement, ce que disait Lionel est tout à fait juste. C'est nouveau. Si on veut aller au-delà de l'inclinaison normale du consommateur ou de l'usager, c'est-à-dire consommer plus de data, plus de vidéos, je pense que ça part d'une réflexion commune qui doit
associer tous les acteurs. C'est exactement ce que tu disais également. Les acteurs de terrain, parce que c'est là qu'on identifie les besoins, qu'on identifie les nouveaux usages. Les réseaux, on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas là partout, mais demain, ils sont là partout. Donc effectivement, demain, ils seront là partout. Et si on veut anticiper, si on veut être présent, si on veut répondre présent sur les nouveaux usages, les réflexions, elles se font maintenant et elles doivent associer les pouvoirs publics, elles doivent associer le monde associatif, elles doivent associer les entrepreneurs qui sont à la pointe du domaine plus que nous, opérateurs, et elles doivent associer ceux qui fournissent les réseaux. Et c'est en travaillant en commun, en mettant toutes les volontés et toutes les compétences ensemble qu'on facilitera l'émergence de ces nouveaux usages. Oui, pour compléter, mais en effet, je pense qu'on voit bien que cette notion de souveraineté de la donnée, parce qu'en fait, on véhicule de la donnée partout, à tout moment. Je vois devant moi les portables, hein, et c'est vrai que... Mais voilà, ça fait partie, et certains en ont 2 même. Et donc, il y a cette notion-là. Donc, la donnée, il faut la gérer. Il faut la gérer parce qu'elle devient un pouvoir, on le sait tous. Hein. Et donc, d'où le fait qu'il faut absolument qu'il y ait un triptyque humain, collectivité et proximité, parce que on ne peut pas laisser notre data comme ça. Si demain on dématérialise, on refait la carte d'identité ou le passeport ou le portail famille dans une mairie, il faut absolument que ces données restent en local, en proximité. Donc là, il y a un vrai enjeu avec les collectivités de le faire. Et n'oublions pas l'humain, parce que je pense que si demain on se fait complètement aseptiser, on risque d'être complètement téléguidé, et demain on achètera sur Amazon un certain nombre de choses dont on n'a peut-être même pas besoin, au-delà du fait que, c'est vrai, je pourrais faire en sorte que mon four ou ma plaque de cuisson, elle est sur Wi-Fi déjà, hein, je peux la programmer pour arriver, mais bon, je pense qu'il faut garder un petit peu le pouvoir et de ne pas se disperser, et je pense qu'on a un vrai rôle d'agir en local et penser global, et je crois que c'est je crois, de bien maîtriser ça. Il faut accompagner les gens à ce que les gens s'approprient le numérique au sens noble du terme, quoi. Voilà. En fait, je comprends nos différents échanges qu'il y a bien cette systémique infra avec des technologies qui ne s'opposent pas. L'usage ou l'usager doit être au cœur du dispositif, et avec évidemment une problématique de montée en compétence des publics exclus. Et puis des services avec un design de service qui soit pensé avec éthique, et pour faire des technologies un outil décarboné qui amène du bien-être et même du pouvoir d'achat, donc si j'ai bien compris, avec le télétravail. Sur ce constat qu'on partage, je voulais aussi vous laisser un dernier mot pour nous dire si, d'après vous, l'ère de la libération des usages est donc arrivée ou pas, pour conclure cet atelier. Moi, je dirais oui, et plusieurs oui, parce que de toute façon, c'est l'avenir. Et quand je dis l'avenir, c'est qu'on est déjà dedans. Donc, regardez autour de nous toutes les applications qui naissent tous les jours. Et ça fait 1 heure qu'on parle de cet atelier. Et je suis certain que le nombre d'applications qui sont arrivées sur le serveur d'Apple à San Francisco, il y a peut-être 200 nouvelles applis qui ont été proposées sur le serveur. Il y en aura peut-être 10 qui vont revenir, qui seront à usage à moyen terme. Mais pourquoi ne pas faire ça aussi chez nous? On en a les moyens, il y a les entreprises, il y a plein de start-up, plein d'idées, et c'est là où je crois qu'on a un rôle à jouer en tant qu'opérateur d'infra, c'est de bien sentir respectivement sur chaque territoire sur lequel on est, quelles sont les entreprises qui se sont digitalisées, quelles sont celles qui peuvent encore davantage digitaliser pour mieux les fédérer et mieux les mettre au service je dirais, des concitoyens et des entreprises, quoi. Voilà. Guillaume, Antoine, un dernier mot? Merci Guillaume. Je vais redire cette phrase qui a quand même du sens et qui vient parfaitement appuyer les propos de Lionel. On était clairement au siècle des infrastructures et des réseaux au XXe, et le XXIe siècle est évidemment sans aucune hésitation le siècle de la donnée. On est d'accord. Je dirais, parce que vous avez très bien résumé le propos, je dirais que la technologie est un moyen
mais ne doit pas être une fin en soi, c'est-à-dire qu'on doit même oublier la technologie qui nous dessert, on doit utiliser la technologie et l'assujettir à nos besoins et non pas l'inverse, hein. On ne doit pas être dominé par la technologie. C'est presque de la philosophie, mais c'est vrai que c'est très important, hein. Et on rentre dans le 21e siècle, si on ne veut pas devenir ce que l'espèce humaine de temps en temps a de plus mauvais. Faisons quand même très attention. Et il y a un challenge du numérique pour peut-être nous aider à retrouver un peu de sens à l'existence de notre espèce. Mais de manière plus générale, moi, j'ai pas peur du monde de demain. Je pense que la technologie, encore une fois, quand elle est bien domptée et quand elle est bien utilisée, elle permet d'apporter des bénéfices, de la solidarité. Et je rappelle les domaines dans lesquels elle va sévir. Le développement durable, il est grand temps qu'on consomme avec beaucoup plus de raison, de modestie. Il est aussi grand temps qu'on définitivement on fasse attention à notre environnement et qu'on le considère dans tout ce qu'on entreprend. Et puis enfin, utilisons aussi la technologie pour nous éclater. Ça s'appelle l'attractivité du territoire, ça s'appelle l'économie. Elle est importante et elle sera là. Et je finirai par un propos. Lionel et Guillaume, on en parlait tous les deux et je l'ai entendu dans la bouche de Cédric O. Il y aura certainement un cadre légifératif dans les années ou les mois qui viennent, qui va venir en complément et à la suite très logique du France très haut débit, pour qu'on ait une stratégie de la maîtrise de la donnée publique et que tous les acteurs économiques qu'on est, privés, publics, autour de ce même objectif, on ait un fil rouge dans notre évolution commune et qu'on n'ait pas une dispersion complète de la donnée qui peut être dangereuse pour nous, tant économiquement que éthiquement parlant. Excusez-moi pour ce parasite. Voilà, merci. Bon, moi, je ne vais pas redire ce qui a été parfaitement dit par Antoine et par Lionel, donc je vais être très court pour conclure. Je pense que si on veut totalement libérer les usages, il faut qu'en tant qu'opérateur d'infrastructure, opérateur de réseau, on aille au bout de nos engagements. Pour finir, ce dont on a évoqué tout à l'heure, le déploiement des réseaux. Donc allons au bout, finissons cette partie-là et agissons en tant qu'acteurs responsables pour accompagner ceux qui en sont éloignés, acteurs responsables en termes d'usage de la donnée, en termes effectivement de souveraineté de la donnée, et acteurs responsables parce qu'on est aujourd'hui incontournable sur les territoires et puis dans le quotidien des gens pour permettre un accès permanent et pour permettre un développement le plus libre possible de l'ensemble des usages. Voilà. Merci pour tous ces compléments. Habituellement, je suis plutôt du côté de ceux qui interviennent que du côté de ceux qui animent. En fait, c'est beaucoup moins facile d'animer en réalité. Mais merci à Edouard du coup de m'avoir laissé cette opportunité un peu au pied levé. Et je vous propose d'applaudir nos intervenants et je les remercie de leur contribution. Merci. Merci.